Eh bien, je vous propose qu'on commence. Je me présente, je suis Catherine Desportes, je suis déléguée générale adjointe chez Fibois Île-de-France et je suis ravie de vous accueillir pour cette belle soirée, cette belle cérémonie de remise des prix. Et quand je dis cérémonie, voilà, j'insiste sur le mot. Je remercie le pavillon de l'Arsenal de nous accueillir dans ce beau lieu emblématique et je vous propose, sans plus attendre, que voilà, Jacques Baudrier et Paul Jarquin introduisent cette soirée et nous disent un mot avant qu'on commence. Oui, non, mais je vais laisser Jacques au pupitre. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir en tant qu'adjoint à la maire de Paris, en particulier à la transition écologique du bâti, donc dans ce beau pavillon de l'Arsenal. Et je remercie bien sûr toute l'équipe du pavillon qui nous a une fois de plus préparé. Il y a beaucoup d'événements en ce moment. Et donc, bienvenue à toutes et tous dans notre temple de l'urbanisme et de l'architecture parisien. Donc, je suis très heureux d'être ici et de vous accueillir parce que nous sommes, la ville de Paris est signataire du pacte Fibois, donc, et nous nous engageons évidemment donc à introduire du bois dans la totalité de nos constructions. Elles sont nombreuses puisque nous n'avons pas moins de 6 maîtrises d'ouvrage. Il y a nos bâtiments publics, la direction des constructions des bâtiments publics où nous avons 3600 bâtiments. Il y a nos 260 000 logements qui appartiennent à nos 3 bailleurs sociaux. Donc c'est un parc de logements non négligeable à l'échelle de Paris. Et nos 2 aménageurs, PMA et la CEMAPA, qui donc tous les 6 sont signataires avec nous de fait et s'engagent dans cette dynamique pour introduire systématiquement du bois. C'est un choix de la priorité aux matériaux bio et géosourcés qui est vraiment maintenant systématique pour nous. Ça fait partie de notre ADN. Nous avons quelques règles, par exemple des menuiseries dans toutes nos réhabilitations, nos créations de bâtiments sont 100% en bois, systématiquement maintenant, tous les projets que nous lançons. Les isolants sont 100% biosourcés, donc aussi de bois, fibres de bois, bien entendu, avec tous les autres, bois de cellulose, chanvre, paille, etc. Et nous n'utilisons plus de PVC sur nos sols au maximum. Donc voilà, c'est un choix déterminé. On essaye de pousser les curseurs au maximum parce qu'on est convaincu que pour sauver la planète, il faut aller vite, fort. Et donc les matériaux biosourcés et au premier plan, évidemment, le bois, c'est une priorité absolue et qui doit être pour nous systématique. Alors on est très heureux de travailler avec vous, avec la filière. Je remercie vraiment Paul Jarquin, Céline ici présente, de la collaboration vraiment excellente qu'on a ensemble, aux côtés dans les bons jours, comme aujourd'hui, pour remettre des prix, puis aussi dans les jours parfois où il faut se bagarrer ensemble, comme sur la doctrine, la préfecture de police. On a bon espoir d'arriver, et donc on est vraiment, et on sera en appui, la ville de Paris, de Fibois, de toutes les interprofessions auprès de vous, pour permettre de concilier tous les impératifs, évidemment la sécurité, on est bien conscient auprès de nos amis les pompiers, mais aussi la possibilité d'utiliser le maximum de bois dans les meilleures conditions. Et je crois qu'on va y arriver, enfin vous allez y arriver, on va essayer modestement de vous y aider un peu. Donc on vous félicite de votre travail et on sera toujours à vos côtés. Et puis à vos côtés pour aider à structurer la filière, faire du lobbying auprès des acteurs, développer les filières locales, le bois local en Île-de-France comme la paille, le chanvre, etc. On sera vraiment systématiquement à vos côtés. Donc merci de tout le travail qu'on a fait ensemble, merci d'être là aussi, puis merci de tout le travail qu'on va faire ensemble. J'ai envie de dire merci. C'est un petit peu fort. Ouais, voilà. Bonjour à tous. Moi aussi, je commencerai par remercier le pavillon de l'Arsenal, Alexandre Labasse et Julien Pansu, qui sont toujours présents quand on les sollicite pour faire des événements autour du bois. Bien sûr, merci à Jacques Baudrier et j'ai envie de dire à tous les élus de la ville de Paris, parce qu'effectivement, l'engagement, j'ai envie de dire, total de votre part pour le bois, le biosourcé, est aujourd'hui vraiment très important et ça nous permet d'aborder... Et vous avez parlé du pacte bois biosourcé, mais de vraiment, on va dire, changer d'échelle sur les enjeux du bois et de la construction de la ville durable. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours un beau moment. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été présents pour le prix régional de la construction bois, mais
c'est aussi montré, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on remet ce prix. Donc c'est toujours bien de voir des projets construits, des lauréats, et voilà, c'est un temps festif. Donc cette année, on va essayer de vous proposer un format un peu innovant et une vraie cérémonie. Comme tu as parlé des enjeux de la doctrine de la préfecture de Paris, je pense que voilà, pour tous les acteurs qui sont ici, en tout cas à Paris, ça nous a beaucoup impacté en toute l'Île-de-France. Donc peut-être vous faire un petit point d'actualité avant de rentrer dans le vif du sujet de la cérémonie. Effectivement, donc en juillet 2021, la préfecture de Paris et ses pompiers et les architectes de sécurité ont sorti un texte qui était donc qui s'est appelé donc une doctrine bois biosourcé pour encadrer les constructions bois sur le territoire francilien. Et c'est vrai que ça a mis un petit peu un arrêt à la construction bois, ou en tout cas, on va dire un frein, parce que ça limitait fortement la mise en œuvre du bois biosourcé dans la construction. Donc on a travaillé, là quand je dis effectivement, c'est avec les élus de la ville de Paris, mais j'ai envie de dire avec tous les acteurs de l'acte de construire, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Fédération des entreprises de l'immobilier et aussi toute la filière, pour en fait proposer un texte réglementaire qu'on a envoyé et donc là pas à la préfecture de Paris, parce qu'on est dans une réflexion en fait de rédiger un texte à l'échelle nationale, et donc aujourd'hui il est en révision, et on a eu aussi un engagement à travers le ministre de l'Intérieur que lorsque la réglementation sera publiée en vice, que ce soit le cas au 1er janvier 2023, on aurait donc la doctrine de la préfecture de Paris. Il y a aussi une doctrine à Bordeaux du même type qui viendrait donc converger vers cette nouvelle réglementation nationale. Donc voilà, on reste très vigilant parce qu'effectivement, il en va de la question de sécurité incendie. Donc c'est des dossiers qui sont toujours très délicats, mais en tout cas, c'est pour apporter un peu de l'optimisme à tous les architectes, les constructeurs, les promoteurs qui aujourd'hui s'engagent, et notamment, on va le voir tout à l'heure, avec des nouveaux signataires du pacte bois biosourcé en Île-de-France. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole à Clara Anguenot, qui est donc notre maîtresse de cérémonie pour ce prix régional de la construction bois. Merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue à cette cérémonie de remise du prix régional de la construction bois en Île-de-France. Dans les minutes qui suivent, on va désigner 12 lauréats. Il y aura d'abord 2 mentions spéciales coup de cœur du jury. Ensuite, on va décerner les 8 prix régionaux de la construction bois. Et enfin, on terminera avec un prix des écoles et un prix des étudiants. Donc pour commencer, j'invite Nicolas Zitzel à me rejoindre, président du jury, qui va introduire cette cérémonie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais un peu vous expliquer comment s'est passé le jury. Donc cette année, on avait à juger d'à peu près 50 projets sur l'Île-de-France, donc dans 8 catégories, ce qui explique les 8 prix plus les prix supplémentaires. Et sans doute parce que l'Île-de-France est une île, donc on jugeait aussi les projets de toutes les autres îles françaises, à savoir les DOM-TOM, même si la Guyane n'est pas tout à fait une île. Voilà, donc on a eu un moment un peu exotique dans ce projet. Il faut saluer le travail préparatoire réalisé par les équipes de FIBOIS, puisque c'est pas juste un prix d'image, il y a un énorme travail qui est fait pour évaluer en préalable à la prise de position du jury les 3 critères du prix, qui sont d'abord un critère d'architecture. On encourage évidemment des projets qui ont une expression forte, intéressante, adaptée au site, etc. Enfin bon, voilà. Un critère technique sur la mise en place de techniques, sur l'adéquation aussi, programme, site, technique, voilà. Et puis un prix d'innovation pour tous les aspects un peu nouveaux des projets. Alors par exemple cette année, c'était assez intéressant de voir que l'éruption en masse du feuillu, du bois français, de la terre dans pas mal de projets. Donc il y a ce comité technique. Ensuite, chaque membre du jury fait un classement des projets. Et en gros, du classement ressortent 3 projets qui sont soumis à l'avis du jury, sur lesquels on a débattu.
Évidemment, si vous n'êtes pas satisfait du choix du jury, on est là, donc vous pourrez aussi venir, on pourra venir continuer le débat. Mais on va dire que globalement, le jury a beaucoup discuté sur certains projets. Mais globalement, le choix qui avait été fait collégialement au préalable a été plutôt entériné. Donc 8 prix, une mention spéciale parce que on s'est aperçu qu'en fait il manquait une catégorie. Donc il y avait un projet qu'on ne savait pas comment classer, enfin en tout cas qui tombait pas tout à fait dans le. Et puis un coup de cœur parce que en fait il y a un projet sur lequel tout le monde s'est dit mais pourquoi il est pas lauréat celui-là? En fait, c'est parce qu'il avait été présenté l'année d'avant, où il n'avait pas été lauréat. Donc là, il apparaissait dans une autre catégorie, mais qui ne nous semblait pas être à la hauteur de l'intérêt qu'on pouvait y apporter. Voilà, il se trouve que maintenant, dans les prix construction bois, il y a des catégories dans lesquelles quasiment 3-4 projets sont susceptibles d'avoir le prix. Il y a vraiment un niveau de qualité générale, de technicité, d'innovation qui est assez impressionnant. Voilà, on voit que le bois atteint une certaine forme de maturité, et c'est heureux. Alors je ne sais pas comment ça se passe. On va peut-être passer maintenant au moment que tout le monde attendait, qui est l'annonce des lauréats. Exactement. Donc, le premier lauréat est celui donc de la mention spéciale du jury, donc la mention spéciale réemploi. Et donc Nicolas, je t'invite à remettre ce prix. Wow. Ah, c'est incroyable, je me demande qu'est-ce qu'il y a comme nom dans cette enveloppe. Et le prix de la mention spéciale est attribué à la Maison des Canaux, avec la maîtrise d'ouvrage qui est la ville de Paris, les architectes Grand 8. Ce projet pilote de la ville de Paris consiste en la réhabilitation d'un bâtiment de 1882 qui accueille l'association éponyme et qui traite des sujets liés à l'économie sociale, solidaire et au réemploi. Le projet s'est fixé comme objectif l'utilisation de matériaux issus du réemploi à la hauteur de 70 à 100%, d'avoir recours à des méthodes low-tech et à des savoir-faire locaux, le tout en travaillant sur l'accessibilité et les performances thermiques. La terrasse et l'aménagement intérieur modulable sont constitués de bois de réemploi et des portes de bailleurs ont servi à faire des planchers. Une attention a été portée à l'accessibilité et aux performances thermiques. D'accord. Alors, c'est encore moi, excusez-moi. Donc, on est très très fiers de la Maison des Canaux, qui est vraiment notre bijou du réemploi. Voilà, donc moi je suis aussi très fier de l'équipe, avec toute l'équipe du Grand 8 Architecture, autour de Clara Simed, Elisa Javcic, qui dirige la Maison des Canaux, toute l'équipe de la Maison des Canaux, qui est notre maison vraiment du réemploi de l'économie circulaire à Paris, et puis de la direction du logement et de l'habitat qui a porté tout ce projet avec Isabelle Lardin. Donc, je leur cède la parole. Je voulais absolument remercier l'ensemble de l'équipe parce que c'est un travail qui a été mené de façon collégiale, puisque nous avons travaillé de façon concertée, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et avec les artisans. Et c'est grâce à cette concertation et ce travail en équipe que nous avons réussi ce beau projet. Donc voilà, il faut remercier tout le monde sur cette opération. Merci beaucoup. Alors moi, je dirige l'association Les Canaux qui vit dans la Maison des Canaux et je suis très 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 heureuse qu'on nous remette ce prix à la ville qui a porté ce projet très ambitieux et dire que non seulement c'est du réemploi, mais en plus c'est de l'économie sociale et solidaire puisque ce sont des entreprises d'insertion qui ont mené tous ces projets autour de Clara Simet. Donc voilà, nous on est très très heureux de vivre dedans et d'en faire une vitrine donc qui est vraiment ouverte à tous. Donc venez découvrir ce que veut dire un réaménagement 100% en économie circulaire et 100% en économie solidaire. Et justement, les entreprises d'insertion disent aussi un mot. Allez, venez. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Camille, je suis cofondatrice de l'association Atelier Rare. Donc on est une association qui a pour but de revaloriser les ressources délaissées d'un territoire, qu'elles soient matérielles ou humaines, et en particulier le bois.
Donc on est spécialiste dans le surcyclage du bois déchet de la construction. Là, grâce au canot, on a eu l'occasion de fabriquer une terrasse, mais d'autres objets aussi. Il n'y a pas de limite à la réutilisation du bois déchet. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Sylvestre Couzon, je travaille à l'association À Travers Fil, qui est un atelier de menuiserie dans le 19e arrondissement. Et donc on a travaillé sur le chantier des canaux avec Atelier Rare, Travail et Vie, et puis Grand 8, Clara Simet, et puis toutes les autres structures. C'est la musique d'Harry Potter. D'accord. Eh ben, je suis ravi, on est ravis d'avoir participé à cette aventure collective au canot. Merci. Et merci de la part de Travail et Vie. Voilà, on représente une société qui fait de l'insertion dans le curage sélectif. Donc vous l'avez compris, les temps de parole sont très timés, et donc quand vous entendrez cette douce musique retentir, ça veut dire que vous avez trop parlé, donc il faut arrêter. Voilà, donc ensuite on tombe sur la deuxième mention spéciale, donc, qui est le coup de cœur du jury. Encore une fois, Nicolas, je te laisse le présenter. Alors, le coup de cœur du jury, ça a été pour le projet d'extension et rénovation d'une chaumière. Du coup, j'ai pas le. Et donc, je donne le prix à Nicolas Spinetto, s'il est là. Cet aménagement intérieur cherche à flouter la limite entre les espaces extérieurs et l'intérieur de la chaumière, grâce à la disposition réfléchie des vitrages et à la terrasse pensée dans le prolongement des sols. L'homogénéité du bois crée un espace clair, qui est continu, avec des beaux volumes, le tout en apportant une modernité juste qui s'accorde avec le caractère ancien de la chaumière. Bonsoir. Donc notre petit projet a commencé lors d'une soirée dansante dans l'immeuble où j'habite, où un ami d'amis commence à me parler d'un projet qui sentait très mauvais, 35 mètres carrés, 1h30 de Paris, budget incertain, partagé avec toute la famille. Donc peut-être avec quelques verres de trop, il arrive à me convaincre, à me rendre sur place pour donner quelques conseils. Et là, je suis accueilli par un comité incroyable. Il y a grand-père, grand-mère, les deux frères, la sœur, les fils, les petits-neveux. C'est évident, c'est un piège. On y est tombé dedans. Donc nous, on aime bien comparer, désolé, je suis pas un très fort orateur, donc on aime bien comparer ces projets aux cigarettes, en fait. On sait qu'elles donnent du plaisir, mais en fait, il faudrait arrêter, parce qu'au fond, ça fait mal. Donc d'un côté, il y a l'exercice très compliqué de trouver l'équilibre économique entre le temps et l'énergie qu'on engage, et les plaisirs qu'on trouve, par contre, avoir des sujets sur lesquels on est un peu plus libre, on peut échanger avec les artisans, on peut trouver des solutions un peu plus inattendues. Donc là, le chaume, c'était une évidence, c'était pas vraiment un choix, parce que c'était évident dans la continuité de l'insertion urbaine, dans le contexte. Les CLT, c'était pas un choix esthétique au départ, c'était un choix plutôt économique. En fait, on a fait chiffrer un traditionnel et un CLT. Les CLT, c'était moins cher, parce que ça permettait de supprimer les placos, les peintures, les enduits, donc c'est quelque chose qu'on apprécie. On ressort la matière, on n'a pas de choses en plus, et en plus on a un chantier plus rapide, que si on est loin de Paris, ça peut permettre une bonne économie. Et donc on s'est retrouvé en fait entre deux sujets, que c'était un peu d'innovation et de la technique, toujours sur des niveaux très très modestes. D'un côté un savoir-faire local très poussé sur le chaume, et de l'autre côté des techniques constructives plus récentes comme les CLT. Et donc on s'est amusé à trouver ce qu'on définit un sort de low-tech. Low parce qu'on a des budgets assez serrés, des solutions qui doivent être plutôt simples, et tech parce que malgré tout, je pense qu'on arrive à porter des détails qu'on n'avait pas encore mis en place. Apparemment, c'est la première construction CLT et chaume. Et deuxièmement, parce que les budgets étaient vraiment serrés. Le chantier passait très rapidement, donc c'est ça l'avantage de travailler avec des matériaux très peu travaillés, donc et préalablement et sur place.
chaume, bois, paille, c'est des matériaux qu'on arrive en chantier sec, on les pose assez rapidement. Les toits étaient dimensionnés sur le maximum de transport pour ne pas tomber sur un transport exceptionnel. Donc, c'était la longueur de 16,50 mètres. Et ces deux gros pins, comme deux morceaux de Lego qu'on a assemblés, voilà, un seul morceau. À part les tirants métalliques, il n'y a aucune autre pièce de métal. Après, c'est aussi vrai qu'à faire des projets dans des contextes comme celui-là, c'est simple. Je veux dire, il y a un état, la bonne exposition, la nature. Nous, on a juste cherché de dialoguer un peu avec le contexte. Et donc, au final, peut-être c'était pas un si mauvais piège, peut-être à refaire. Je précise pour les prochaines personnes qui monteront sur scène de faire attention à la marche quand vous arrivez parce qu'elle est pas très stable. Et avant de passer à la remise des 8 prix qui correspondent aux 8 catégories du prix régional de la construction bois, je vais laisser Nicolas Zitzel présenter les membres du jury. Oui, je suis désolé. On n'est pas encore comme à Cannes où ils sont super rodés après 50 ans de festival et de remise des prix. Donc voilà, faut nous excuser. Donc c'est vrai qu'on n'a pas présenté tout à l'heure les membres du jury. Donc vous les avez là. Vous voyez aussi la diversité des personnes présentes, puisqu'avec Maxime Castel de Manubois. Alors ceux qui sont présents peuvent lever la main ou se lever, comme ça vous pouvez les identifier. Dominique Pellissier de Techniwood était malheureusement pas présent au jury. Julien Broussard, qui était de Mars Architecte, qui était lauréat l'année dernière en régional et en national. Tout le monde connaît leur magnifique projet. Milena Karachneva de Karavitz, qui est là. Melpomen Delaune de la région Île-de-France, donc c'est aussi important d'avoir les institutionnels. Meryl Cineus de Meryl Cineus Architecte, qui est là. Eric Karch d'Equilibrium Consulting, qui n'est plus là parce qu'il est reparti au Canada. Donc c'était intéressant d'avoir un ingénieur international. Olivier Imbert d'Elogiciamp, maître d'ouvrage engagé depuis des années sur la construction bois. Judith Cubertafond de l'EPFIF. Sébastien Nerva de Link City. Sophie Pesquet d'Ecopolis. Juliette Fontaine de la DRIAF, direction régionale de... Oui, mais le I, interdépartemental, voilà. Nathalie Bousquet de la DRIEAT. Et donc Yann Buis de l'architecture d'aujourd'hui. Donc vous voyez un panel assez large, assez riche, et les débats l'ont été tout autant. Merci. Merci. Donc, on va maintenant passer au premier lauréat du premier prix régional de la construction bois. Ce sera pour la catégorie Apprendre, se divertir, et j'appelle Marie Quatantiec à remettre ce prix. Bonsoir à toutes et à tous. Le lauréat de la catégorie Apprendre, se divertir est le groupe scolaire Simone Veil. Cette école de 11 classes partagées entre maternelle et primaire a ouvert ses portes pour la rentrée 2021. Elle s'inscrit dans la démarche bâtiment durable francilien et revendique un aspect expérimental fort, notamment au regard de la localité des ressources utilisées. Le recours aux matériaux biosourcés et géosourcés est particulièrement important, avec un système poteau-poutre en chêne francilien, du CLT cloué et des caissons bois paillétaires. Le revêtement extérieur est en bois brûlé artisanal et local, ainsi qu'en chaux. Le platelage en châtaignier et l'isolation en paille métisse. L'enduit-terre en intérieur est issu de terre locale, de sable et de paille. Merci pour ce prix. En tant que représentant d'une collectivité locale de la mairie de Rosny, je me dois de rappeler le contexte dans lequel on travaille, qui est un contexte global de réchauffement climatique anthropique.
donc qui est due au secteur des énergies fossiles. Je le rappelle, mais c'est important de se le rappeler parce qu'à chaque action, en fait, on a une conséquence. Donc, c'est les énergies fossiles, le transport, l'agriculture intensive et la sylviculture intensive, donc on y est dans le sujet, et le bâtiment. Et pour l'anecdote, donc on a travaillé sur, on peut prendre chaque matériau sur le projet a été pensé de façon à dégrader le moins possible l'environnement, donc à tendre vers une architecture régénérative. Et on peut le voir sur le préau notamment, où on a travaillé avec UTB à sourcer du bois local, donc minimiser le transport, minimiser les énergies fossiles, le débarder à cheval, le scier avec une scierie mobile, le ramener non pas à Villemandeur mais à Lagny-sur-Marne, donc je remercie UTB pour ça, et notamment M. Cadier. Et puis le ramener sur le chantier, donc en fait le bois il a fait en gros une cinquantaine de kilomètres du bois au chantier. Et puis on a aussi valorisé la main-d'œuvre de charpentier qui était à Lagny-sur-Marne, qui était, je pense, très content de travailler sur quelque chose d'un peu différent. Voilà pour l'anecdote. Après, on en est très fiers. Bonjour à tous, donc je représente la société UTB. J'ai participé à ce très très joli projet. J'en profite pour remercier la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour nous avoir fait confiance. Il a fallu mobiliser toutes les équipes de charpentiers, couvreurs, étancheurs et surtout leur faire partager, leur faire comprendre la philosophie du projet. C'était un petit travail de fond mais qui a fini par payer parce que tout le monde était motivé et a pris grand plaisir à travailler sur ce bâtiment. Merci. Et donc pour le deuxième prix, je vais demander à Alice Tardy de nous rejoindre et ce sera pour la catégorie Habiter ensemble. Merci Clara, bonsoir à tous. Donc le lauréat de la catégorie Habiter ensemble est Altea. Cet immeuble en R+6 possède une façade blanche accentuée par des menuiseries extérieures bois et aluminium. Le revêtement des façades en enduit est réalisé par une latex déposée. Le bâtiment offre des espaces extérieurs aux habitants avec des balcons dont le sol est issu de la récupération des chutes de CLT du chantier. La structure est en panneaux de bois massif CLT et la charpente en panneaux massifs. Un mur en bois est laissé apparent dans les appartements et l'immeuble est labellisé PBCA. Bon, juste un petit mot, donc on est ravis d'avoir pu travailler sur ce projet. C'est le troisième projet du CLT, ça doit faire plaisir, pas le dire qu'un. Mais non, on est content parce que c'est un projet qui peut-être par rapport aux constructions bois montre que d'avoir des grands espaces extérieurs, une certaine légèreté fonctionne avec ce matériau. Et du coup, voilà, je trouve qu'on a bien réussi ce challenge avec mon associé, donc Nicolas Lenné, sur ce projet qui peut pas être là ce soir. Et je profite d'être au micro pour remercier Stella Buzan à l'agence qui s'est occupée du projet de A à Z, ainsi que Giovanni Salvador, qui était en charge de l'exécution. Voilà. Et pour l'anecdote, ce projet m'a permis d'embaucher Giovanni, que j'ai pu débaucher de chez quelqu'un. Voilà. Donc merci. On est ravis d'avoir ce prix avec Nicolas Lenné et puis Dimitri Roussel et Calc, qui est une équipe avec laquelle on travaille beaucoup depuis la création de Woodéum en 2014. Altea, c'est 100 logements
sur 2 bâtiments, du logement social, du logement en accession, du logement locatif intermédiaire. Donc voilà, c'est aussi un symbole de mixité à l'intérieur même d'un bâtiment. C'est le développement d'un ATEX aussi spécifique. Donc ça fait partie des difficultés techniques que nous connaissons tous quand on s'attaque à la construction bois. C'est aussi un gros œuvre réalisé en à peine 2 mois. Donc le maire de Vélizy, qui passait toutes les semaines, se disait mais c'est incroyable, le bâtiment prend un étage chaque semaine. Et effectivement, ça a été une démonstration assez impressionnante, d'autant plus que juste à côté, il y avait un projet d'un concurrent, donc on avait terminé le gros œuvre alors même qu'il commençait le R+1. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est 8 fois moins de camions, c'est 2 fois moins de temps pour le gros œuvre et à peu près 6 mois de travaux en moins. C'est aussi ça, la construction bois. Et puis c'est un bâtiment qui est déjà compatible avec la RE 2020. Donc conçu en 2017 et donc finalement avec 5 ans d'avance sur la norme actuelle. Donc c'est aussi pour dire, faut pas avoir peur de ces nouvelles normes. Je pense qu'au contraire, il est grand temps de se retrousser les manches et puis de réfléchir à la réduction drastique de l'empreinte carbone de l'immobilier qui, vous le savez, est coupable de plus d'1 tiers des émissions de carbone. Donc on a une responsabilité collective à faire beaucoup mieux et très vite. Et puis je remercie Calc pour cette opération, Nicolas Lenné qui n'est pas là, et puis toute son équipe, et puis Bouygues aussi qui est là, parce que Bouygues aussi, c'est une petite révolution chez eux, puisque c'est un chantier où ils ont formé des maçons pour poser du bois. Donc tout arrive et ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est aussi intéressant, je pense, pour toute la filière de voir les grands groupes comme ça arriver sur ce secteur. Merci. Je suis désolée pour les personnes qui sont grandes parce qu'effectivement le micro est parfaitement adapté à la taille mais pas à la taille de tout le monde, donc voilà, je suis désolée, ça vous courbe un peu. Donc on passe à la prochaine catégorie qui est celle de travailler, accueillir, et pour décerner le prix, je vais demander à Clémence Menant de monter sur scène. Bonjour à tous. Pour la catégorie Travailler et accueillir, le lauréat est le siège de la RATP Habitat. Ce bâtiment en R+3 a été pensé en gradin afin d'offrir des terrasses habitables orientées plein sud. Une partie des terrasses permet de développer de l'agriculture urbaine avec une association locale. Le bâtiment est composé d'une structure poteau-poutre et d'un plancher béton. En intérieur, les cloisonnements sont mobiles pour plus d'adaptabilité. 2 patios et un atrium apportent de la lumière et une ventilation naturelle. Le bois feuillu est utilisé en extérieur, en l'occurrence du châtaignier. L'opération est labellisée BRIM, HQE bâtiment durable et E+, C-. Bonjour, on est très heureux de partager ce prix avec RATP Habitat. C'est un projet qui s'inscrivait dans un site assez contraint finalement, puisqu'on était en cœur d'îlot avec un passage exigu, un parking existant en sous-sol et puis un environnement très minéral. Alors c'est un projet pour lequel la maîtrise d'ouvrage n'avait pas d'idée préconçue et elle a eu l'intelligence en fait de laisser le programme très ouvert pour permettre aux équipes de trouver des solutions, de proposer des choses assez librement, autant sur le projet architectural que sur les espaces de travail qu'elle souhaitait plus collaboratifs. Alors nous, en tant qu'architecte, c'est tout ce qu'on aime. C'était un site qui a du caractère, même s'il était difficile. Et puis la liberté de proposer des solutions, de proposer des espaces, des usages et bien sûr aussi des modes constructifs qui s'adaptent au lieu.
C'est aussi un projet qui trouve un écho un peu, à mon sens, particulier avec la crise sanitaire durant laquelle il s'est terminé, parce que le chantier s'est terminé pendant la crise sanitaire, comme beaucoup des projets qu'on voit aujourd'hui, je suppose, mais qui pose la question des lieux de travail et quel type d'espace on veut pour les lieux de travail. Et nous, on pense que comme pour le logement, il faut essayer de sortir un peu de l'optimisation, de la standardisation de ces espaces-là, parce que ce sont des lieux de vie où on passe beaucoup de temps, où la journée est rythmée par des tâches différentes et où chacun a besoin de se réaliser. Voilà. Et donc RATP Habitat est très engagé dans la démarche RSE pour ses collaborateurs. Juste un mot pour dire qu'en effet, on avait été extrêmement séduits par le projet lors du concours d'architecture. Donc on se félicite d'y recourir parce qu'il y a eu beaucoup d'intelligence qui en est sortie et qu'on travaille 10 fois mieux dans un bâtiment en bois qui a beaucoup d'espace vert que dans du béton. Voilà, donc on est très convaincus. Et d'ailleurs, on développe actuellement 2 grands projets entièrement en structure bois dans Paris et un à Montreuil. Donc vive le bois. Donc ensuite, pour la catégorie On reprend. Donc pour la catégorie réhabiliter un équipement, j'ai demandé à Alec Bickerstedt de monter sur scène. Il y est déjà là. Bonsoir, merci beaucoup Clara. Et pour la catégorie réhabilité, le lauréat est la Bobitaine. Situé sur la parcelle de la maison du parc naturel régional du Gâtinais français, ce tiers-lieu accueille des espaces de télétravail, des bureaux et des espaces partagés. Sa structure poteau-poutre bois, dissociée de l'enveloppe, se projette en porte-à-faux pour loger la salle de réunion. La charpente existante a été conservée, tandis que l'ossature est neuve et conçue pour s'intégrer dans l'existant. L'isolation est en béton de chanvre, les revêtements de sol à base de lin, une récupération des eaux de pluie pour les usages sanitaires a été mise en place et le mobilier est en bois recyclé. Tous les bois utilisés sont d'origine française. Merci. Au nom de l'agence ABDPA, Antoine Brochard, Jean-Marc Pitet, Jérémy Debois, au nom de la maîtrise d'ouvrage, au nom des entreprises présentes, Girard Rouvois-Bois, notre bureau d'études CETEC, on est vraiment ravis de recevoir ce prix ce soir. Alors, vous l'aurez peut-être compris rapidement, le projet de la Bobitaine, il est à la fois ambitieux d'un point de vue programmatique, de faire un centre de télétravail en milieu rural, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et pour nous, c'est aussi l'aboutissement d'un travail qu'on mène depuis une dizaine d'années aux côtés du parc naturel régional du Gâtinais français sur la question de la réhabilitation du patrimoine rural. Et donc, on a commencé par faire une étude historique et prospective sur cette transformation, cette capacité de transformation de l'architecture rurale. On a développé des faisabilités, quelques opérations de maîtrise d'œuvre, dont un logement à Boigneville qui a déjà eu le prix régional de la construction bois en 2020. Et voilà, pour nous, ça a vraiment été un point d'amorce sur notre réflexion sur la question des biosourcés. Et aujourd'hui, à l'agence, on a déjà développé 7 projets avec du béton de chanvre. Pour le projet de la maison du tiers-lieu de Milly-la-Forêt, ce qu'on a cherché à faire, c'est conserver l'enveloppe du bâtiment, ses maçonneries, sa charpente, ses couvertures, et tirer parti d'un site assez contraint puisqu'on était en mitoyenneté. On a monté complètement une ossature intérieure qui permet de développer 2,5 niveaux avec les bureaux, avec les espaces de travail partagés, et de projeter une extension, une salle de réunion comme un signal de ce nouvel équipement. C'est un projet qu'on a vraiment pensé en biosourcé des pieds à la tête, charpente, ossature, isolation, couverture, menuiserie extérieure, revêtement intérieur, etc., etc. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce projet. Ce qui pour nous est important, c'est ce qu'on cherche à faire à l'agence, c'est-à-dire de conjuguer la durabilité
à la fois sur des enjeux et des objectifs élevés en termes de développement durable et d'environnement, mais aussi d'intervenir sur l'existant comme étant une ressource de projets contemporains. Et je vais laisser la place à Pascal Magnier du Parc. Alors, je fais partie des grands. Donc j'avais prévu un petit discours, mais en fait Antoine a déjà tout dit. Donc je représente donc le parc naturel régional du Gâtinais français, qui a été en effet primé plusieurs fois. On a eu aussi un prix pour une école aussi à Perton-Gâtinais, superbe. Et je remercie donc la maîtrise d'œuvre qui est donc à BDPA, et mais aussi Cathy Boss qui est là, qui est l'architecte du parc, hein, qui a contribué à suivre ce chantier formidable, livré dans les délais. Merci à tous. C'est un peu court. Avant de continuer, je ponctue cette cérémonie d'une information parce qu'on a parlé effectivement de cette école à Perton-Gâtinais. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez la visiter ce samedi dans le cadre du Festival des Nuits des Forêts, donc, qui est organisé aussi avec FIBO Île-de-France. Et donc, il y a cette magnifique école qui est visitable. Voilà. Donc pour le prochain lauréat, la catégorie sera habiter une maison et je vais demander à Claire Bourrel de me rejoindre pour décerner le prix. Merci Clara, bonsoir à tous. Dans la catégorie habiter une maison, le lauréat est Maison sur mur. Cette maison en R+1 s'accroche au mur existant. Elle a été pensée dans une architecture bioclimatique avec un volume compact, une optimisation du solaire passif et un dispositif de façade composé de ventelles orientables. Cela permet de prendre le soleil tout en mettant à distance la rue. La maison est construite sur une dalle béton avec des murs ossature bois, une toiture zinc et une isolation fibre de bois. Les arbres de la parcelle ont tous été conservés. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup au jury pour ce prix. Ça nous fait très plaisir. C'est vrai que c'est toujours important en architecture peut-être d'avoir des bons architectes, mais vraiment essentiel d'avoir des bons clients et des bons artisans. Il n'y a pas de bons projets qui se fassent sans eux. Voilà, donc c'était un grand plaisir de faire cette aventure de construction avec Blandine, qui est une des habitantes de cette maison. Voilà, en milieu urbain, Fontenay-sous-Bois, il y a un mur existant qui longe la rue sur plusieurs parcelles. Voilà, donc on a plutôt envie de le garder et puis de construire quelque chose dessus. Un objet assez abstrait, voilà, qui interroge un petit peu. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à tous. Eh bien, à l'inverse, je vais remercier Jean-Baptiste pour cette collaboration, cette création d'un lieu, d'un espace à vivre et qui est très agréable à vivre. J'observe depuis 2 ans qu'on y est comment je découvre et vis les espaces différemment au fur et à mesure du temps qui passe et comme si de vivre dedans transforme ce qu'on vit tous en fait quand on découvre un lieu pour la première fois et comment la perception qu'on en a et les imaginaires associés se transforment avec le temps comme un bon vin, je dirais. Et voilà, un grand plaisir de vivre dans du bois, très agréable.
et aussi d'avoir la satisfaction d'imaginer faire un pas vers une architecture de la construction plus durable. Essayer en tant que citoyen, constructeur d'une maison, de participer à cette évolution absolument nécessaire. Donc ça, c'était pour nous un choix capital. Le choix du bois, récupération des eaux de pluie, utiliser la lumière et la chaleur du soleil. Et dire qu'il y a dans cette maison comme deux espaces, un espace qui est tourné vers les jardins et un espace vers la ville. C'est comme un interface. Donc la prochaine catégorie est réhabiliter un logement et je vais demander à Elliot Mordac de me rejoindre sur scène. Bonjour. Donc pour la catégorie réhabiliter un logement, j'appelle le lauréat Maison Perchée. Cette maison de 129 mètres carrés, dont 61 mètres carrés en surélévation, fait la transition avec les maisons voisines. Il s'agit d'une surélévation comme posée sur des pilotis en métal. Le bois y est décliné sous 3 formes. D'abord en façade, où l'orientation en biais du bardage pré-grisé donne une identité visuelle rythmée. Ensuite en structure bois et charpente. Et enfin en intérieur avec l'escalier, la structure apparente et l'OSB. Le choix du bois français a été fait, ainsi que celui d'une isolation biosourcée en fibres de bois et en ouate de cellulose. Alors je vais tout d'abord remercier le jury pour ce prix qui nous touche énormément. Cette maison, effectivement, l'enjeu premier était de la densification d'une parcelle déjà habitée, puisqu'il y avait déjà une maison dessus, donc de réaliser un deuxième logement qui partait d'une partie de locaux professionnels et qui venait, je dirais, enjamber, se poser sur une maison existante, mais qui n'était pas en capacité de supporter quelconque charge. Donc, du coup, on a fait sur une ossature métallique, sur un portique métallique, une boîte en bois, tout en bois, mur, toiture, plancher, isolation, boîte de cellulose, fibre de bois et même les finitions intérieures avec de l'OSB. Et avec un souhait de confort optimisé, ventilation traversante. Et l'originalité de la maison, effectivement, pour l'extérieur, on l'a apporté avec ce bardage en pose oblique qui donne un côté graphique, et puis pré-grisé, qui était un souhait fort de l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est en site protégé. Le bois pré-grisé pour se rapprocher dès le départ de la teinte définitive, je dirais, du bois. Donc, ce qui a été surprenant pendant la phase de construction de la maison, c'est que l'entreprise de Lâche-Bois, qui est à mes côtés, a fait les assemblages sur site. Et ils ont assemblé les murs, et puis en un jour ou deux, la maison s'est levée d'un coup, et les volumes sont apparus aux yeux de tous. Voilà. Bonjour, moi donc je suis l'entreprise qui a réalisé le projet. On est une boîte de Meudon, donc c'est vraiment un projet local. J'avais juste un mot parce que nous on est à côté d'une grande forêt qui s'appelle la forêt de Meudon. Et nous on a du mal, on est vraiment les toutes petites entreprises, nous, on n'est pas du tout dans les gros groupes qu'on a vus avant. Et on a du mal à trouver la ressource, à trouver la filière qui nous permet d'accéder aux bois locaux. Alors je sais que les feuillus, tout le monde essaie de se mettre dans cette optique-là. Et nous, on aimerait bien, en tant que petite boîte, trouver comment accéder, à part, nous, on est plutôt du côté des négoces et on subit un peu le bois du Jura, le bois du Limousin, le bois de... Voilà. On n'a pas l'accès facile
au feuillu et discuter avec les autres charpentiers. Je sais pas, ou s'il y a des collègues qui sont là, ça m'intéresse aussi pour voir comment vous faites pour que la filière se mette en place et qu'on puisse continuer comme ça. Merci. Je pense qu'on dira à Fimbois France de bien travailler sur ces enjeux d'approvisionnement local. C'est vrai que c'est très important. C'est la prochaine étape. Donc, la prochaine catégorie est celle de l'aménagement intérieur. Et je vais demander à Anne-Laure Garcia de venir me rejoindre. Bonsoir à tous. Moi, j'ai le problème inverse du coup. Donc, dans la catégorie aménagé intérieur, le lauréat est 9 mètres carrés de vide. Cet aménagement intérieur est composé d'une estrade en bois de 43 cm dans laquelle sont disposés les objets les plus essentiels. En ouvrant les trappes, on accède aux différentes fonctions de l'habitat. Une fois refermé, l'espace devient vide, physiquement et visuellement. Il a été construit avec du contreplaqué et la structure a été découpée à la CNC dans un atelier et assemblée ensuite sur place en une demi-journée seulement. Les différentes pièces sont encastrées les unes dans les autres avec des assemblages à mi-bois, sans colle ni vis. Bonsoir. Tout d'abord, merci au jury de m'avoir remis ce prix. Je vais vous raconter un petit peu quand même l'histoire de ce projet, le contexte, comment c'est né. Donc en fait, c'est un projet qui est personnel, en fait, qui est un petit peu manifeste et qui est intervenu à un moment où je voulais me déposséder de toutes mes possessions et en fait vivre avec le minimum. Donc je me suis mis en tête de chercher la plus petite surface habitable possible que je pouvais trouver, donc en l'occurrence un 9 mètres carrés. Donc j'ai trouvé un appartement à Voltaire, donc une chambre de bonne de 9 mètres carrés, au 6e étage, sans ascenseur, donc avec 2,60 m 2,60 m sous plafond, pas de vis-à-vis et une exposition sud-ouest. Et donc en fait en emménageant, je suis venu avec rien. Et en fait, j'ai dû re-questionner un peu finalement l'utilité des objets, des fonctions, des usages. Et puis dès que j'avais besoin de quelque chose, finalement, je suis venu ramener dans le logement petit à petit tout ce dont j'avais besoin. Puis donc voilà, donc au début, je vivais avec toutes ces choses un peu disposées au sol, à droite à gauche. Et puis j'ai voulu retrouver un peu cette neutralité. Et donc voilà, je suis venu créer en fait cet aménagement qui regroupe tous ces objets. Donc en fait, j'ai fait une estrade, donc j'ai surélevé le sol sur une hauteur d'assise de 43 cm. Et dedans, je suis venu intégrer donc tous les objets et toutes les fonctions du quotidien. Donc en fait, on a des trappes qu'on peut ouvrir et puis on accède à tous ces objets. Et en fait, toutes ces trappes, elles ont été dessinées à la taille en fait de ces objets. Donc elles sont spécifiques à chaque objet. Donc en fait, ça, par exemple, quand j'accède au lit, par exemple, je peux pas aller dans ma douche, par exemple. Donc toute cette gymnastique en fait au sein du logement, ça implique une espèce de rigueur, de discipline quotidienne où finalement je peux pas laisser traîner des choses par terre, un t-shirt, un livre, quoi que ce soit, parce que sinon en fait je peux plus ouvrir et je peux plus accéder aux choses. Donc en fait je suis obligé d'être ordonné et d'être en permanence dans ce dépouillement et dans ce vide. Voilà. Alors après, en fait, j'étais locataire, donc juste d'un point de vue de construction, il fallait que mon intervention elle soit la moins invasive possible. Donc il fallait absolument quelque chose de démontable. Donc en fait, et puis surtout en fait, on a. Voilà.
on me laisse un petit peu de temps, alors je vais continuer. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, démontable. Comme c'est quand même un espace très exigu, c'est compliqué de faire des travaux là-dedans. Donc il fallait aussi que je fasse quelque chose, un maximum en atelier. Et donc en fait, j'ai opté pour une structure en contreplaqué découpée à la CNC, avec des assemblages sans vis, sans colle, sans clous. C'est uniquement des encastrements à mi-bois. Et en fait, cette intuition constructive, elle s'est avérée compliquée parce que en fait, les logements sont pas droits, donc il fallait trouver des moyens de pouvoir rééquilibrer. Par exemple, en fait, le sol, on a l'impression qu'il est même dans une petite surface comme ça, j'avais des écarts de 3 à 4 cm de niveau dans tout le logement. Donc ça m'a obligé, par exemple, à mettre toutes mes traverses sur des pieds de poteau réglables, de sorte à pouvoir rééquilibrer tout ça à peu près bien. Voilà, donc en fait, c'était très enrichissant pour moi ce projet, à la fois personnellement, puis même d'un point de vue de construction, comme je l'ai autoproduit, j'ai découvert plein de choses, appris plein de choses. Et puis voilà, je pense que travailler dans la contrainte ou un 9 mètres carrés, on se dit que c'est quand même compliqué de faire des logements de qualité. Je pense qu'en s'imposant la contrainte, ça nous oblige à innover et trouver des solutions nouvelles. Voilà, merci encore au jury pour ce prix. Merci de nous avoir ramenés à nos plus belles années étudiantes dans des petites chambres de bonne. On devrait inviter l'ensemble des propriétaires de chambres de bonne à vous contacter. Donc le prochain prix est celui pour la catégorie aménagement extérieur. Et je vais demander à Amina Chouaki de me rejoindre pour le décerner. Bonsoir. Le lauréat de la catégorie Aménager l'extérieur est le projet Aire de repos. L'objectif de cette aire de repos est d'être un accueil de jour pour des mineurs isolés à Porte d'Aubervilliers. Le projet s'illustre par son caractère déplaçable, l'engagement et la réflexion sur l'ensemble des étapes du projet, notamment la co-conception, la préfabrication, puis le chantier collectif et participatif qui a été porté par l'association MU. Le choix d'un module triangulaire a été fait dans une logique à la fois structurelle, économique et symbolique. La couverture transparente permet de rendre visibles toutes les couches du projet, composées de panneaux de bois massifs CLT, d'une charpente bois lamellée collée, d'une isolation paille et de murs trombes en terre crue. Le projet porte donc une variété de matériaux qui sont notamment issus du réemploi. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on reçoit un prix, donc ça fait chaud au cœur. Du coup, je tenais à remercier notamment l'association ICI qui a porté la partie co-conception. Le Coucou Crew aussi, qui n'est pas mentionné ici, mais en fait qui est un peu la co-MOA avec l'association MU. Et donc évidemment l'association MU, et à travers le lieu qui accueille l'aire de repos, qui est la station Gare des Mines, qui est un tiers-lieu à Porte d'Aubervilliers, en fait, qui nous a un peu vu grandir. Et je les remercie vraiment de nous faire confiance sur le développement des différents projets. Et ce projet en particulier nous tenait vraiment à cœur parce que on a monté notre atelier en fait au sein de la station, donc à Porte d'Aubervilliers, pendant les bidonvilles des migrants de Porte de la Chapelle et de Porte d'Aubervilliers. Et du coup, il y a eu toute une première phase comme ça où on savait pas trop quoi faire et où on a essayé de leur apporter notre aide de la manière qu'on pouvait. Et c'était un peu dans l'urgence, donc c'était leur offrir des douches à l'intérieur du bâtiment, c'était les mettre au chaud, offrir des zones de chargement de téléphone portable, tout ça. Et en fait, du coup, quand l'opportunité de ce projet s'est présentée, c'était vraiment super cool parce que c'était l'occasion de pouvoir les aider en faisant ce qu'on savait vraiment faire, c'est-à-dire de l'architecture, quoi. Donc voilà.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je fais partie de l'équipe qui a fait la co-conception et la co-construction avec l'équipe de jeunes en situation d'exil. Et quel plaisir et quel bonheur d'avoir ce lien commun et de trouver une excitation commune dans une ossature bois avec un remplissage mélange bauge, coffret et torchis, et dans lequel on s'est tous retrouvés. Et ce projet, comme tu le dis, il nous donne un sentiment de réussite parce qu'à la fois on est là, il a été aussi primé ou en tout cas présenté dans les réseaux de l'accueil et de l'exil. Ouais. Merci beaucoup. On va donc passer au... Alors, je vais juste attendre que ça... Comme ça, je me... Juste qu'il n'y ait pas la petite musique qui démarre. Ah, c'est obligatoire, d'accord. Ok. Donc, nous allons donc passer aux deux derniers prix, aux deux derniers lauréats. Et donc, je vais demander à Aude de Kérangué de venir décerner le prix des écoles. J'annonce, avant de présenter, je présente le prix avant. Bonsoir à tous. Alors, le lauréat du prix des écoles est la boîte à couleurs. La boîte à couleurs est un centre de loisirs labellisé Passive House. Sa façade allie le bois et l'esprit enfantin avec ses couleurs vives. Il s'agit d'un bâtiment de plein pied, pensé avec un cheminement interne desservant différents espaces, hiérarchisés selon l'âge des enfants accueillis. Le bâtiment possède des accès vers l'extérieur depuis toutes les salles. Le bois français a été choisi pour les murs ossature bois et les caissons de toiture. L'isolation, quant à elle, est en fibre et laine de bois. Allez-y. Moi, je vais vous raconter ce que c'est que le prix des écoles. Pour la deuxième année consécutive, l'atelier des petits archis que je dirige est allé à la rencontre de 6 écoles franciliennes avec des enfants qui ont entre 6 ans et 10 ans pour leur raconter un petit peu ce que c'est que l'architecture et leur présenter les beaux projets de la catégorie Apprendre et se divertir. Avec tout ce qu'on leur a raconté, eux ont voté pour décerner le prix à la boîte à couleurs qui leur a le plus parlé. Autant pour les couleurs, évidemment, que pour le projet écologique qu'il renferme et toutes ces belles valeurs. Et merci donc à Fibois de nous faire confiance pour animer tous ces ateliers. Et vous avez aussi les maquettes qui défilaient au tout début. Donc, eux étaient invités à faire des maquettes en bois et à se projeter, et à réfléchir à comment est-ce qu'avec du bois, on pouvait construire quelque chose. Bonsoir, donc au nom des entreprises, au nom de la mairie qui n'a pas pu venir aujourd'hui, on vous remercie pour ce prix parce que c'était déjà courageux pour une petite ville de moins de 2000 habitants, à savoir Ouassery, qui hébergeait son centre de loisirs dans une ancienne caserne de pompiers qui ressemblait à pas grand-chose, de lancer un appel d'offres en 2016 pour un centre de loisirs, mais en plus avec la volonté qu'il soit en bois et passif. Donc on a vite été à Passibat, où on a eu la chance de rencontrer Laurent et l'entreprise Ecoxia pour nous aider dès le début du chantier, parce que bon, c'est bien de répondre, mais à un moment, il fallait vraiment être sûr que ce soit passif. Et au-delà des entreprises et de la mairie qui nous ont beaucoup soutenus, dès le début du projet, et donc c'est la petite anecdote, les enfants ont toujours été à nos côtés. C'est-à-dire que très rapidement, on les a consultés, on leur a demandé ce qu'ils voulaient dans leur centre de loisirs. Donc ils nous ont demandé un accès vers l'extérieur, un jardin, des arbres et des couleurs. Donc alors on leur a mis des couleurs. Et c'est assez rigolo parce que en fait ils ont participé au chantier puisque le centre de loisirs, par une erreur de la mairie, parce qu'à la base on devait être sur un autre terrain, mais entre-temps ils ont fait un PLU, ils l'ont rendu inconstructible. Bon, c'était pas de bol. Il a fallu en urgence trouver un autre terrain et en fait on s'est retrouvé juste en face du centre de loisirs. Donc en fait ils ont suivi le chantier tous les jours par la fenêtre. Alors ils nous ont invités chez eux où on leur a montré avec une maquette échelle 1 un échantillon du mur, voilà, où on leur a pu leur expliquer ce qu'était l'enveloppe intelligente et comment construire en bois.
Et à l'inverse, on les a invités le jour où on a mis avec la grue le dernier morceau de mur qui fermait la boîte du centre de loisirs. Donc ils étaient tous là pour prendre des photos et applaudir. Et du coup, suite à ça, en fait, on a lancé les élections avec les enfants où eux ont pu choisir un nom et voter comme les grands avec une urne. Et c'est eux qui ont choisi le nom, la boîte à couleurs. Et aujourd'hui, c'est un peu eux qui nous donnent ce prix. Donc merci beaucoup. Merci Pays, merci à Fibois pour cette invitation. Voilà, juste un mot, témoignage d'entreprise. Donc Ecoxia, on est une entreprise dans la construction bois. On a défini un système constructif qu'on appelle l'enveloppe intelligente et qui doit permettre à tout petit bâtiment d'être très vertueux environnementalement, c'est-à-dire passif pour l'énergie et bas carbone pour l'aspect construction. Jusqu'à présent, nos expériences étaient sur des bâtiments de logement, plutôt d'habitation, des bâtiments inférieurs à 200 mètres carrés. Et donc là, on est vraiment fiers de cette réalisation. 500 mètres carrés, labellisé Passive House et E3C2 dans le référentiel que vous connaissez bien. Donc voilà, l'enveloppe intelligente a fonctionné merveilleusement bien. Merci. Et donc on en arrive au dernier lauréat du prix régional de la construction bois. Et donc pour le prix des étudiants, je vais demander à Meryl Cinéus et Marc Bénard de venir sur scène. Bonsoir. Alors, déjà, moi, je vais juste dire un petit mot. J'ai la double casquette cette année. Merci à Fibois de m'avoir invité à être à la fois dans le jury et à la fois aussi d'embarquer avec moi des étudiants en architecture à qui j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Quelques-uns sont ici présents. Venez, allez. Et qui ont joué le jeu avec enthousiasme. Et voilà, donc je vais aller vite parce que c'est le dernier prix. Le lauréat. Tu veux parler peut-être? Tu veux dire? Je te laisse. Juste un mot pour me présenter. Donc, Marc Bénard, moi j'enseigne à Malaquais, donc je ne suis pas dans le jury de Fibois. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de Malaquais qui sont là ce soir, et donc on est à essayer de former les futurs professionnels avec des compétences en éco-conception, construction bois. Donc j'espère que les étudiants seront des lauréats dans quelques années du prix. Et donc le lauréat choisi par les deux groupes d'étudiants, c'est Maison sur mur. Bravo. Merci beaucoup. Merci aux étudiants en architecture. Et on compte sur vous pour la suite. Merci. Passer. Donc bravo à tous les lauréats de ces prix. Je vous avoue que moi je découvre les projets ce soir, mais je les trouve à la fois très beaux, mais aussi très vertueux, évidemment sur les plans environnementaux, mais aussi sociaux, de ce que j'ai vu. Donc bravo. Je voulais remercier évidemment les membres du jury, mais aussi toute l'équipe Fibois Île-de-France qui s'est mobilisée pour organiser l'événement et qui surtout est venue, et Fibois France, pardon, et qui est venue sur scène pour donner ces prix à l'ensemble des lauréats.
Je pense que vous le savez, mais le prix régional de la construction bois en Île-de-France existe aussi sur l'ensemble des 12 autres régions de France métropolitaine. Et il y a un prix national de la construction bois qui est donc organisé par Fibois France. Et donc les 8 lauréats de ce soir vont pouvoir concourir au niveau national. Et donc si ça vous intéresse, on vous donne rendez-vous le 30 juin pour un temps presse sur le prix national de la construction bois. Et donc pour finir, je vais demander aux membres du jury, aux lauréats et à l'équipe de Fibois Île-de-France de monter sur scène pour une petite photo avant de passer à la suite du programme de la soirée. Merci. Félicitations aux lauréats. La micro. On va y arriver. Je vérifie quand je monte sur la fin des pieds. C'est gentil. Je suis pas très grande. Oui, c'est ça. Auquel on était habitué. Bon, je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence de cette cérémonie. Donc c'est le moment pour accueillir les nouveaux signataires du pacte bois biosourcé. Ce que je vous propose, c'est que comme Céline Laurent, je n'ai pas pu l'empêcher de monter sur scène, elle va venir nous dire un mot, voilà, juste maintenant. Donc comme Paul et moi, on est interchangeables, on fait des blagues, on met les noms des uns et des autres. Donc je suis Céline Laurent, je suis la déléguée générale de Fibois Île-de-France. Et comme vous le savez peut-être, dans quelques semaines maintenant, Fibois France. Donc l'idée, c'était justement de pouvoir vous montrer comment ce qui se passe en Île-de-France se diffuse et réussit avec succès aussi dans les autres régions. Donc comme vous avez compris, le prix régional construction bois se diffuse aussi à l'échelle nationale. Sur les pactes bois biosourcés, c'est la même chose. Et donc on est ravis de voir que le pacte bois biosourcé en Île-de-France a fait des petits et a été signé récemment lors du forum bois construction à Nancy par Fibois Grand Est. Et on va avoir d'autres projets comme cela avec Fibois Aura qui va signer un pacte en septembre, Fibois Hauts-de-France normalement en avril prochain et Centre Val de Loire va suivre et on espère l'ensemble des Fibois pour embarquer l'ensemble de la communauté des aménageurs, des maîtres d'ouvrage et des collectivités en vue de préfigurer la RE 2020. Voilà, donc je remercie les nouveaux signataires du pacte et je laisse la parole à Catherine. Alors,
Donc je vous ai entouré en rouge ici les 6 nouveaux signataires du pacte. Donc le pacte bois biosourcé en Île-de-France, c'est une communauté déjà de 39 signataires. Donc on est 45 ce soir en les accueillant avec nous. Juste pour vous donner quelques chiffres sur la première année du reporting, puisque le pacte, c'est un engagement des maîtres d'ouvrage à construire une partie de leur production francilienne en bois et en biosourcé. Et on a fait sur les années 2021-2024, et on a relevé les compteurs en fin d'année 2021. Et on a déjà identifié 199 opérations qui sont prévues sur les années donc de durée du pacte et qui représentent 900 000 mètres carrés. Donc c'est très encourageant. Et voilà, on va faire ce reporting aussi à la fin de la deuxième année, en novembre-décembre, avec d'ailleurs ces nouveaux signataires qui viendront effectivement enrichir le nombre d'opérations qui seront réalisées dans le cadre de ce pacte. Donc je vais leur demander, j'ai plus de son, il faut que je sois très près. Je vais demander donc à Care Promotion, le Crédit Agricole Immobilier, Copimo, de Mathieu Barre Immobilier, MDH Promotion, Sogeprom de monter sur scène avec Lucie Meunier de Fibois Île-de-France pour effectivement nous parler un petit peu de leur engagement au travers de ce pacte bois biosourcé. Pour mieux vous connaître, je vais vous poser quelques questions. J'ai 3 questions et je vais commencer par la première qui est pourquoi le pacte ? Pourquoi cette démarche ? Et donc je pose cette question à Jean-Luc Grelier, directeur conseil et solutions en immobilier chez CA Crédit Agricole Immobilier, tout à fait. Et je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Ravi d'être ici. Vous l'avez compris, Crédit Agricole Immobilier, c'est l'acteur immobilier du groupe Crédit Agricole. Groupe Crédit Agricole, soutien au territoire depuis de longues années, au développement des territoires, au développement de l'agriculture et de l'agro-industrie sur les territoires. Donc CAI, naturellement, depuis 4-5 ans, on est en avance de phase, ou en tout cas on s'est impliqué dans les sujets de BBCA, puisqu'on a aujourd'hui une trentaine de projets au niveau national en construction et 5 qui sont en production. On en parlait, c'était le premier prix sur le réemploi. En fait, on est depuis 2 ans dans le booster du réemploi et on a cette volonté de rentrer de plus en plus sur nos opérations, qu'elles soient en logement ou en tertiaire, sur le réemploi. Et puis, sur l'Île-de-France, on a lancé il y a un peu plus de 3 ans Wallop sur notre opération de Melun, où on a associé à la fois la production agricole du chanvre pour l'intégrer en fait dans des murs bois chanvre sur notre opération de construction. Donc très rapidement on est rentré dedans, on a envie de rejoindre le pacte et on rejoint le pacte pour mettre le poids du corps du groupe, et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont choisi, sur le poids du corps, sur la volonté de rentrer dans le projet. Merci beaucoup. Et la même question est posée à Manuel Laforêt, directeur général chez Copimo. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous accueillir, de donner cette opportunité. Donc Manuel Laforêt, je m'occupe de Copimo, une structure HLM, coopérative HLM, qui produit des logements d'accession sociale. Et donc effectivement, on était très intéressés pour rejoindre le pacte. On a commencé il y a déjà maintenant 7 ans à livrer notre première opération en bois, et on a beaucoup d'expérience, et ça nous paraissait intéressant de pouvoir les valoriser, partager et apprendre. Et je dirais qu'une petite structure comme nous, c'est important de pouvoir bénéficier des expériences, du réseau, et de trouver aussi les moyens de traduire concrètement nos objectifs sur le bois. Voilà, merci. Merci. Deuxième question. Comment le pacte bois biosourcé va-t-il être décliné dans votre organisation ? Et je pose la question à Loïc Madeline, qui est directeur général délégué chez Sogeprom.
Donc en effet, cette signature d'abord du pacte est importante pour nous. Sogeprom en Ile-de-France, on produit environ 1000 logements chaque année. Donc cette signature nous engage dans une production donc régulière d'environ une centaine de logements. Et ça modifie profondément notre façon de travailler la conception de ces opérations en travaillant très en amont avec les acteurs de cette filière. Donc du coup, ça nous permet aussi de développer une expertise propre sur cette conception. Donc ça va modifier quand même assez profondément notre façon de concevoir les opérations en travaillant en amont avec les acteurs de la filière. Merci. Et même question, comment le pacte est décliné dans votre organisation? Et j'interroge cette fois François Correia, qui est directeur général chez CAR Promotion. Oui, merci de donner la parole et je suis très heureux d'être présent ce soir. Effectivement, CAR Promotion, depuis 5 ans, l'entreprise a été créée il y a 5 ans et dès le départ, on a souhaité entrer nos projets dans une démarche durable en s'inscrivant dès l'origine dans la labellisation plus c'est moins systématiquement. Depuis quelques années, en développant des projets en bois, notamment on s'est engagé sur une opération à Buis-Saint-Georges en traitant le carbone, s'engager dans un bâtiment compatible 2050, c'est-à-dire à l'horizon de la future SNBC. Et aujourd'hui, donc le bois, enfin le pacte Fibois rentre complètement dans nos valeurs et dans notre objectif de travailler maintenant sur un bilan RSE global de l'entreprise. Et donc l'ensemble des collaborateurs vont être investis dans ce travail-là. Et donc prochaine réunion de travail en septembre pour pouvoir dialoguer avec eux et échanger avec eux sur le pacte. Merci encore. Et puis dernière question pour les 2 derniers promoteurs. Est-ce que vous avez déjà une réalisation à partager ou une ou plusieurs avec nous dont vous voulez nous parler? Je passe donc la parole à Philippe Jarlot, gérant de MDH Promotion. Bonsoir, alors je ne suis pas Philippe Jarlot parce qu'il a eu un empêchement, voilà, Albéric Le Prince, pour MDH Promotion. Donc nous on est un groupe familial, ça fait 25 ans que la société existe, on fait 500 logements par an. Et on se lance donc dans la construction bois avec l'appui de Fibois. Donc aujourd'hui on a 5 projets, on en a 2 qui sont en construction. Ça représente à peu près 20 000 m² de SDP. Et on fait notamment une opération à Brie-Contrebert où on fait 25 maisons qui sont complètement en bois. Et donc je vous présente cette opération parce que bon, évidemment elle est en bois, donc ça nous permet nous de nous pencher sur la question des modes constructifs bois. Mais aussi ce sont 25 maisons qui sont préfabriquées, donc c'est une occasion aussi pour nous de démarrer la construction hors site et la construction modulaire. Et de nous initier aussi au partenariat avec une entreprise puisqu'on a fait cette opération dans le cadre d'une réalisation, une conception-réalisation. Voilà. Bien, merci. Albéric Le Prince. Pardon. Et puis voilà, je laisse la parole à Jean-François Léopold pour nous parler d'une ou plusieurs opérations. Bonsoir, merci. Donc effectivement, je suis chez De Mathieu Hébert. Immobilier en charge de l'Île-de-France. Alors, comme le bois chez De Mathieu Hébert Immobilier, on est généreux. Donc, je vais vous parler de 2 opérations rapidement. 2 opérations sur le plateau de Saclay. 250 clés en co-living à Palaiseau avec WOA Architecte. 300 clés en co-living à Orsay avec Cause. 2 opérations et finalement des procédés différents. L'un un noyau béton, tout le reste est en bois, l'autre c'est 100% bois. L'une a un plancher mixte, l'autre a des planchers CLT. Et finalement on se rend compte que le bois s'adapte à l'ensemble des chantiers, à l'ensemble des contraintes, à l'ensemble des besoins, des attentes de nos clients ou des aménageurs. Et finalement c'est la preuve aussi qu'on peut être la filiale de promotion d'un groupe de construction qui a 160 ans d'existence et qui a fait sa renommée plutôt avec un matériau carboné. Et ça montre qu'on prend aussi la mesure des enjeux actuels et de l'évolution à venir. Et c'est pour ça qu'on a choisi non seulement de travailler avec le bois maintenant depuis quelques années, mais aussi de signer le pacte Fibois et on en est ravis. Merci à tous.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait une petite photo de ces messieurs? Avec Lucie, peut-être, parce que ça fait beaucoup d'hommes sur la photo. C'est pas génial. Donc voilà, on va mettre Lucie avec vous. Oui, ben, tout à fait. Bien. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la dernière séquence de cette soirée avant de prendre le cocktail et je laisse la parole à Paul Jarquin. Oui, effectivement, ça va pas. Bon, on arrive au bout. Hein. Je vais essayer de faire en 10 minutes. Ensuite, on a un petit cocktail qui nous attend. Donc, je vais vous présenter un programme qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle donc Un immeuble, une forêt. Dans la continuité du pacte, en fait, on avait proposé des engagements complémentaires. Donc, de dire, bien sûr, s'engager dans la construction bois, mais quand on construit en bois, on utilise bien sûr les forêts, donc aussi accompagner le renouvellement forestier. Donc le programme Un immeuble, une forêt, comme son nom l'indique, c'est qu'à chaque fois qu'on va s'engager dans une construction ou une réhabilitation d'immeubles, on va aussi s'engager dans un projet de renouvellement forestier local. On vise à la fois les enjeux, bien sûr, de carbone, de compensation carbone de nos immeubles, mais aussi de biodiversité et de renouvellement de la forêt. Et c'est pour ça que le projet va être local. Et aussi, on propose la possibilité de faire des investissements dans des expérimentations pour accompagner l'adaptation de la forêt au réchauffement climatique. Aujourd'hui, de nombreuses essences connaissent des maladies qui font que certaines essences vont être en voie d'extinction. Et donc pour retarder ça, ou en tout cas on a besoin d'investir dans la recherche. Et il y a un dernier volet du programme qui va être la dimension culturelle. De se dire qu'en fait c'est pas simplement on construit un immeuble et on plante un arbre, mais qu'à chaque fois il faut venir créer des nouveaux récits autour de ça. Donc voilà, ça c'est pour être très, je dirais, clair sur le programme. Quand même, je redis des choses très simples de la construction bois, mais je pense que la plupart des gens ici sont au courant. Mais c'est des chiffres qui sont issus de la stratégie nationale bas carbone. Donc, comment on va atteindre à l'échelle 2050 la neutralité carbone? Eh ben, le rôle de la forêt et du bois sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que quand les arbres grandissent en forêt, ils viennent séquestrer du carbone. Ça, on s'en souvient tous, c'est la photosynthèse. Et quand on vient stocker ces arbres qui ont grandi à travers la construction bois une fois qu'ils sont transformés, après, je le dis, mais bien sûr, avoir coupé des arbres quand même, eh bien, c'est du stockage long terme, donc on stocke vraiment le carbone. Et on parle dans la stratégie nationale de bas carbone d'effet de substitution. Bah, c'est bien, voilà, quand on dit on va vers des choses moins carbonées, il y a une quantification carbone du fait que quand on remplace les énergies fossiles et on va vers les énergies de la biomasse et donc de la forêt, on est dans ce qu'on appelle les effets de substitution. C'est important de parler de biodiversité parce qu'en ce moment on est tout le temps sur les sujets quand on parle de carbone. Bah en fait, voilà, on arrive dans un moment donné où on doit réduire l'empreinte carbone, mais quand il s'agit des forêts, il y a des enjeux très importants de biodiversité. Donc dans le programme de Un immeuble, une forêt, on s'assurera que dans l'ensemble des projets qui seront de renouvellement forestier, on aura une attention particulière à des choses très simples, mais quand on parle de forêt, c'est des préservations de mares, voilà, la biodiversité dans sa généralité. C'est un programme qui est particulièrement destiné aux petits propriétaires forestiers privés. La forêt française, et d'ailleurs c'est le cas majoritairement en Europe, c'est plus de 2/3 de la forêt privée. Et dans cette forêt privée, on a énormément, près de la moitié, de petits propriétaires forestiers. Quand on parle de petits propriétaires, c'est moins de 4 hectares. Donc aujourd'hui, à l'échelle du gouvernement, il y a des plans de renouvellement forestier avec des investissements massifs qui vont dans la forêt publique, qui vont aussi auprès des grandes coopératives forestières. Mais pour les petits propriétaires qui sont souvent en un espace sylvicole, c'est-à-dire que ils n'ont pas d'argent ni pour planter, ni pour couper, ou tout simplement pour gérer leur forêt, c'est particulièrement à cette population-là que le programme est destiné. Et on s'appuie en fait sur une plateforme, donc là au sein de Fibois France, dans toutes les interprofessions régionales, donc dans chaque Fibois, on a créé une plateforme qui s'appelle Plantons des arbres. Donc la plateforme, en fait, elle vient cartographier tous les besoins des propriétaires forestiers privés
et publics aussi d'ailleurs, qui ont besoin d'investissement dans la forêt. Donc c'est quelque chose d'important, hein, parce que souvent, on se rend compte que souvent il y a de l'argent, mais trouver des projets qui peuvent bénéficier d'investissements pour la régénération forestière, c'est la force du réseau des FIBois. Rapidement, sur la partie expérimentation, je l'ai dit en introduction, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une période où, moi, de par mes fonctions au sein de FIBois France, je suis maintenant très souvent avec les forestiers et les problèmes d'enjeux forestiers. La situation est quand même assez grave. Les derniers rapports, notamment de l'ONF, disent qu'on a près de 30% de la forêt qui est amenée à disparaître, en tout cas des arbres, dans les 10 prochaines années. Donc c'est des chiffres à chaque fois, moi, quand je suis dans des réunions, qui sont quand même assez catastrophistes. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup investir. Souvent, ce que les gens, en tout cas, on a quand même une connaissance assez faible des enjeux de la forêt et de notre lien à la forêt. Et aujourd'hui, c'est par l'action de l'homme et c'est par la gestion forestière qu'on va pouvoir préserver et, j'ai envie de dire, sauvegarder une partie de nos forêts pour qu'on puisse ensuite les transmettre. Donc c'est là où des investissements sur quelles essences il faut planter. Quand on est avec les scientifiques, ils nous disent quand on plante un arbre pour des essences comme le fût, parfois on doit se projeter sur 1 siècle ou 2. Aujourd'hui, par rapport aux modélisations du carbone et du réchauffement, c'est très difficile de savoir. Donc on a vraiment besoin d'investir et donc une partie du programme sera destinée à ça. Le dernier volet, je le redis, mais c'est vrai que tout ça, le carbone, des fois, quand on est, moi je suis dans certaines réunions, on parle de effectivement la stratégie nationale bas carbone. On a 2,7 milliards de mètres cubes de bois qui sont stockés en forêt. Et donc, c'est des chiffres qui sont souvent un peu, pas très concrets. Et donc, on a besoin vraiment d'inviter les gens et, je dirais, le monde culturel à trouver des nouveaux récits autour de ça. Et donc, c'est pour ça que l'association Nuit des Forêts, qui organise un festival en forêt, qui a lieu en ce moment, qui a le week-end dernier et ce week-end encore, c'est la rencontre de le monde artistique avec le monde de la forêt. Vous y trouvez et donc le programme viendra aussi financer ce type d'opération, ce type d'action, afin que on crée des nouveaux récits. Donc les partenaires du projet, c'est les FIBois. Je vais, pour finir, vous présenter quand même 2 opérations concrètes. Donc, je suis aussi président de REI Habitat. Donc, en fait, les prototypes, en tout cas les premiers projets d'expérimentation, c'était avec notre entreprise. Et on est en train de constituer aussi un conseil scientifique qui nous accompagnera pour que sur l'ensemble de nos opérations, quand on parle de biodiversité et de carbone. Et on travaille aussi avec Carbone 4 qui est en train de finaliser un modèle pour que justement on puisse un peu vulgariser comment on passe comment on passe du carbone émis par les immeubles. En face, on vient émettre de la compensation avec du carbone forestier, les enjeux de biodiversité qui vont autour de ça. Donc d'avoir Carbone 4 est en train de finaliser une mission et nous accompagne pour ensuite alimenter le conseil scientifique dans les prises de décision et l'accompagnement des projets. En 2-3 minutes et on finit. Donc ça, c'est une opération qu'on fait en copromotion avec ICAD à Nantes. C'est un peu notre prototype sur lequel on a testé cette dimension un immeuble, une forêt. On visait donc la neutralité carbone. C'est un immeuble en bois qui a été conçu il y a 2 ans et qui aussi est déjà par rapport à la RE 2020 dans la réglementation 2025. Donc c'est des immeubles qui sont d'abord, on commence par réduire un maximum l'empreinte carbone, mais il y a toujours un carbone résiduel. Donc là, par exemple, on a 2900 tonnes de carbone qui sont émis aussi bien dans la phase construction que la phase exploitation du programme. Et en face, donc, on avait besoin de venir compenser 3000 c'est ce carbone émis pour aller vers la neutralité carbone, qui était notre objectif sur cette opération-là. Plutôt que être parce qu'aujourd'hui on peut faire de la neutralité carbone en investissant sur les moteurs de recherche, quand on prend un avion, on nous propose de faire la neutralité carbone, mais la réalité c'est que c'est jamais local. Et encore une fois, c'est des choses qui n'ont pas forcément trop de, on ne sait pas où ça va, quoi. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que sur ces opérations-là, et donc c'est en ça que le programme Un immeuble, une forêt, c'est des plantations qui sont locales. Donc c'était à moins de 100 hectares des forêts, donc de la construction de l'immeuble qui est sur l'île de Nantes, et avec des propriétaires forestiers qui étaient en impasse sylvicole et qui avaient besoin en tout cas, qui nous proposaient des investissements. Alors donc ça, je montre quand même les photos parce que en fait, quand on dit on plante des arbres, on aimerait avoir, ça a été réalisé
réalisé il y a 1 an. Mais effectivement, au bout d'1 an, on voit pas encore les arbres. Donc ça montre bien quand même que quand on rentre dans le temps de la forêt, on rentre sur le temps très long. Donc souvent, de plus en plus, on se rend compte que les gens veulent du bois, aiment le bois, mais quand on leur parle de couper des arbres ou de gestion sylvicole, il y a beaucoup plus de moins de connaissances et plus de questionnements. Ça c'est un deuxième projet, je finirai avec celui-ci, donc le Wood Up, qui est un immeuble emblématique fait avec l'Anne Architecture, qui donc va être un immeuble de, enfin pas grande hauteur, mais en tout cas de 50 mètres avec la CEMAPA. Donc c'est une opération assez importante sur laquelle on a mis du feuillu, donc l'ensemble des poteaux de l'immeuble seront construits en hêtre, et on a réussi à avoir, malgré, on en a parlé en introduction de la doctrine bois biosourcé, on a réussi à avoir l'ensemble de la structure poteau-poutre qui sera bien en bois. Et donc là aussi on a voulu être ambitieux sur la dimension un immeuble, une forêt, donc on a voulu compenser 100% des émissions, et on a à la fois fait ça dans des forêts qui sont en Île-de-France et aussi en Normandie, parce que le hêtre qu'on va utiliser pour l'immeuble vient de Normandie. Donc on voulait s'assurer du renouvellement. Donc là, je ne vais pas vous présenter tout. En tout, il y a 5 forêts. Ça représente quand même 20 hectares, 14 000 arbres qui sont plantés. Donc c'est intéressant. Et voilà, 3 forêts sont donc en Île-de-France. Et les autres... Voilà, on a montré le détail de chacune des forêts donc en Seine-et-Marne. Je rentrerai peut-être pas le détail dans chaque forêt, mais c'est aussi pour montrer que là, par exemple, voilà, du chêne Cécile, érable, noyer, merisier. Donc on va pas nécessairement planter que des arbres, bien sûr, qui sont pour la reconstruction de l'immeuble, mais voilà, les essences qui sont dans le plan de gestion durable de la forêt localement, là où on vient replanter. Et peut-être, voilà. Pour finir aussi, ça c'est donc en Normandie, donc le bois de notre immeuble viendra de Normandie, donc on a trouvé à quelques dizaines de kilomètres de la scierie qui va venir donc transformer le bois, planter, donc là c'est je crois que c'est 11 hectares, c'est ça. Donc voilà, c'est pour rendre les choses un peu, je sais pas quel mot utiliser, mais terrestres, locales, et pour reconnecter un petit peu aussi entre les immeubles qu'on construit et aussi les territoires auprès desquels nos ressources dépendent. Donc voilà, ça c'est les informations sur les forêts en Normandie. Ça c'est une photo d'aujourd'hui, une visite d'enfants en forêt, donc qui est financée d'ailleurs grâce au mécénat du Crédit Agricole. Et donc c'est la partie aussi, donc dans un immeuble, une forêt, le projet culturel, c'est voilà de raconter les histoires et de sensibiliser le grand public aux enjeux, notamment forestiers. Donc là, c'est un peu le lancement officiel, mais j'espère que dans les années à venir, dans les prix régionaux et d'ailleurs partout en France, on aura des programmes un immeuble, une forêt, et que voilà, les architectes, quand on racontera l'histoire, on racontera non seulement l'histoire du bâtiment, mais aussi de la forêt où ça a été prélevé, comment on a replanté, et que voilà, à travers des architectes, les artistes, ouvrir un nouveau champ de créativité grâce à ce programme-là. Voilà. Et merci à tous. Et puis maintenant, je pense qu'on peut aller au cocktail.